Les myocardiopathies dilatées sont définies par une dilatation ventriculaire prédominant souvent sur le ventricule gauche. Cette modification morphologique s'accompagne d'une altération variable de la cinétique globale avec réduction de la fraction d'éjection. Les myocardiopathies dilatées sont classées suivant leurs étiologies en forme secondaire ou primitive. Dans les formes secondaires, on distingue principalement les myocardiopathies d'origine ischémique, valvulaire, hypertensive, infectieuse, rythmique, métabolique, neuromusculaire ou encore toxique. Les formes primitives sont plus rares, de l'ordre de 20 pour 100 000 habitants, avec 5,5% de formes familiales et une nette prédominance chez l'adulte jeune. On observe à l'examen anatomopathologique une dégénérescence fibrillaire accompagnée d'une fibrose plus ou moins diffuse. Classiquement, on ne met pas en évidence d'éléments inflammatoires. La place de l'échodoppler est prédominante dans le diagnostic positif de cette maladie. Nous verrons également son intérêt dans le suivi des malades et nous évoquerons les éléments permettant d'orienter le diagnostic étiologique. Nous envisagerons aussi une forme plus rare de myocardiopathie, la myocardiopathie arythmogène du ventricule droit. Enfin, nous évoquerons le rôle de l'échocardiographie dans le choix du traitement des myocardiopathies dilatées. Deux anomalies essentielles sont retrouvées constamment en échocardiographie: la dilatation cavitaire, prédominant sur le VG, et l'altération de la contractilité. Les conséquences physiopathologiques qui en découlent sont à rechercher systématiquement pour le diagnostic de gravité, telles que l'altération du remplissage, l'hypertension artérielle pulmonaire, les dilatations des autres cavités, l'insuffisance mitrale et les thromboses intracardiaques. La dilatation des cavités ventriculaires est l'élément essentiel que l'on observe d'emblée. Prédominant sur le ventricule gauche, cette déformation cavitaire donne au ventricule un aspect sphérique et globuleux. Plusieurs méthodes de calcul des volumes ventriculaires ont été décrites. Nous retiendrons, plus particulièrement, la formule de T-Scholz en TM, validée sur des ventricules symétriques, donc inexploitables en cas de troubles segmentaires de contraction. Les volumes sont obtenus à partir des mesures des diamètres télésystoliques et télédiastoliques du VG. En incidence apicale 4 cavités et en mode bidimensionnel, la formule de l'ellipsoïde monoplan. Ou selon les recommandations de l'ASE, la méthode de Simpson-biplan, préférée devant une déformation asymétrique du ventricule. La planimétrie de la surface ventriculaire gauche en incidence apicale 4 et 2 cavités permet alors l'approche la plus fiable des volumes ventriculaires gauche. Par définition, on parle de dilatation ventriculaire gauche lorsque le diamètre télédiastolique dépasse 55 mm ou 35 mm par mètre carré en TM, et lorsque le volume télédiastolique calculé en TM ou en bidimensionnel est supérieur à 80 ml par mètre carré. L'altération de la contractilité est définie par un pourcentage de raccourcissement inférieur à 25% en TM et par une fraction d'éjection inférieure à 60% en bidimensionnel. L'hypokinésie peut être globale, homogène et diffuse à toute la paroi myocardique dans les formes primitives. À l'opposé, elle sera localisée, secondaire à une anomalie segmentaire de contraction dans les formes ischémiques. Au-delà des paramètres chiffrés, on observe sur les images TM un aspect de bas débit mitro-aortique caractérisé par une valve mitrale miniature avec un espace ES dépassant 10 mm. On note également une diminution de l'amplitude du mouvement de l'aorte et de l'ouverture des sigmoïdes aortiques. L'altération de la contractilité ventriculaire s'évalue également en Doppler par l'étude du flux aortique, fidèlement corrélé au débit aortique. Le déficit fonctionnel global se traduit par la diminution de la vitesse du flux aortique, selon Gardin, 47 cm/s contre 92 cm/s. La diminution de l'ITV, 6,7 cm contre 15,7 cm, et la réduction du débit aortique, calculée à des degrés divers selon le stade évolutif et le degré de compensation. Une autre approche en Doppler consiste en l'analyse du flux d'insuffisance mitrale qui permet, en étudiant la pente descendante du flux, de déterminer le paramètre dP sur dt.
Pour cela, selon la méthode de Barguiglia, on mesure la durée entre deux valeurs définies de vélocité sur la courbe, en pratique 1 et 3 mètres par seconde. Ainsi, on obtient les valeurs dp et dt dont on effectue le rapport. La dp sur dt est anormale en dessous de 1000 mm de mercure par seconde. Enfin, il est intéressant de vérifier l'état pariétal myocardique avec des épaisseurs normales, une masse ventriculaire gauche augmentée et un stress pariétal télésystolique augmenté. L'atteinte de la fonction diastolique est fréquente dans les myocardiopathies dilatées. Cette altération du remplissage se traduit par une diminution de l'ITV mitral et par une anomalie du profil de remplissage. On observe, suivant l'évolution, un type 1 d'Appleton, ou trouble de la relaxation, jusqu'au type 3, ou aspect restrictif, en passant par le type normalisé. Le Doppler tissulaire à l'anneau, avec la mesure de l'onde EA, et l'enregistrement de la vitesse de propagation en TM couleur, permettent une approche des pressions de remplissage. Une conséquence hémodynamique des anomalies de remplissage est l'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire avec une dilatation des cavités droites, du TAP et de la veine cave inférieure. L'insuffisance tricuspide permet d'évaluer la pression artérielle pulmonaire systolique et l'insuffisance pulmonaire nous donne la pression artérielle pulmonaire diastolique et la pression artérielle pulmonaire moyenne. Enfin, le temps d'accélération du flux antérograde pulmonaire est diminué, inférieur à 90 millisecondes. La dilatation du ventricule gauche peut s'accompagner d'une expansion des autres cavités. Une oreillette gauche est dilatée lorsque son diamètre en TM est supérieur à 40 mm. En coupe apicale 4 cavités, lorsque le diamètre transversal est supérieur à 45 mm et le diamètre longitudinal supérieur à 52 mm. L'oreillette droite, la veine cave inférieure et le ventricule droit peuvent être de même dilatés avec une valeur péjorative particulière concernant ce dernier. À noter qu'un ventricule droit hypercontractile est souvent observé dans une myocardiopathie ischémique en l'absence d'infarctus du ventricule droit. L'insuffisance mitrale est fréquente dans les myocardiopathies dilatées, de l'ordre de 30 à 40%. Elle est en général minime à modérée, mais peut être plus importante en cas d'atteinte myocardique sévère. Cette fuite est le plus souvent fonctionnelle, secondaire à la dilatation de l'anneau mitral. Le rapport grande valve mitrale sur diamètre de l'anneau est inférieur à 1 en coupe parasternale grand axe. Deux complications sont à rechercher systématiquement. Tout d'abord, la thrombose intracardiaque, qui reste très fréquente. Localisée au ventricule gauche, elle est généralement murale, parfois apicale, d'où l'intérêt des sondes de haute fréquence. Au niveau de l'oreillette gauche, elle sera détectée par l'échographie transœsophagienne. La thrombose, lorsqu'elle existe, est fréquemment associée à un contraste spontané. Elle siège préférentiellement au niveau de l'auricule, dont la surface est augmentée et le flux diminué. On peut enfin observer un épanchement péricardique, en règle minime, plus fréquent dans les formes évoluées. Sur un plan étiologique, l'échocardiographie suspecte la cardiopathie d'origine ischémique par ses anomalies segmentaires de contraction et ses zones hypo, voire dyskinétiques. L'échographie de contraste peut aider à la visualisation des segments myocardiques non perfusés. Cependant, l'échographie est en règle insuffisante et le recours à la coronarographie nécessaire. Dans les formes diffuses, il faut souligner l'intérêt de l'écho d'obutamine faible dose pour rechercher une réserve de contractilité. Devant un rétrécissement aortique évolué, avec altération sévère de la contractilité ventriculaire gauche et à faible gradient, l'écho d'obutamine faible dose sera utile pour l'appréciation de la réserve contractile, en vue d'une indication opératoire. Une insuffisance mitrale évoluée sera de pronostic péjoratif. Le diagnostic de myocardiopathie primitive sera porté après élimination des autres étiologies ischémiques, valvulaires, toxiques, infectieuses, rythmiques, métaboliques. Il est à noter que les myocardiopathies primitives sont en règle caractérisées par une hypokinésie diffuse,
mais que dans certains cas, la présence d'une anomalie segmentaire de contraction peut être trompeuse. Enfin, chez le nouveau-né, le nourrisson ou l'enfant, il faudra éliminer avant tout un obstacle à l'éjection du ventricule gauche, rétrécissement aortique, coarctation de l'aorte, et rechercher une anomalie de naissance des coronaires. Les myocardiopathies arythmogènes du ventricule droit se définissent par l'association de troubles du rythme ventriculaire et d'une dégénérescence fibro-adipeuse de la paroi libre du ventricule droit. Cette entité touche préférentiellement les sujets jeunes et masculins. Le diagnostic est suspecté devant l'apparition d'une arythmie ventriculaire à type de retard gauche. Sur le plan échocardiographique, on peut opposer les formes diffuses avec aspect papyracé du ventricule droit et dont la reconnaissance est évidente, aux formes focales plus atypiques, caractérisées par une dilatation modérée du ventricule droit, une voussure arrondie et akinétique de l'apex, une hypertrophie de colonne charnue, des voussures dyskinétiques de la région sous-tricuspidienne. Mais ces éléments échographiques sont inconstants et finalement le diagnostic sera posé sur les images de cinéangiographie sélective du ventricule droit, voire de résonance magnétique nucléaire. L'évolution des myocardiopathies dilatées est directement corrélée au profil de remplissage diastolique. D'après cette étude de Rial, un profil restrictif caractérisé ici par un temps de décélération inférieur à 130 millisecondes est associé à un pronostic défavorable et une mortalité de l'ordre de 75% à 2 ans chez des patients ayant une fraction d'éjection en dessous de 25%. La survie passe à 70% si le temps de décélération est supérieur à 130 millisecondes. Plus récemment, il a été souligné l'importance du caractère réversible du profil restrictif, alors associé à un bien meilleur pronostic que le profil restrictif fixé. Ces critères de fonction diastolique s'avèrent très utiles à l'orientation des patients vers la transplantation. À côté du traitement pharmacologique conventionnel, la resynchronisation biventriculaire peut dans certaines situations améliorer la symptomatologie des patients en insuffisance cardiaque. L'échocardiographie permet alors de cibler les malades répondeurs en objectivant de façon quantitative l'asynchronisme de contraction pariétale. Ce dernier est calculé à partir des délais électromécaniques de chaque paroi basale. L'insuffisance mitrale majeure par dilatation de l'anneau peut bénéficier d'une annuloplastie chirurgicale. Ultime recours, la transplantation cardiaque doit être envisagée sur des critères cliniques, hémodynamiques, de tolérance à l'effort et également de fonction diastolique avec notamment la présence d'un profil restrictif fixé. Le suivi échographique des patients transplantés évalue la fonction globale du ventricule gauche, sa fonction diastolique et les cavités droites. Il faut rechercher plus précisément un contraste spontané dans l'oreillette gauche, un anévrisme du septum interauriculaire natif et du greffon, une pseudodilatation de l'oreillette associée à un asynchronisme de contraction entre les deux oreillettes qui sont des causes potentielles d'accident vasculaire cérébral. Enfin, devant une brutale dégradation de la contraction segmentaire, l'apparition d'un profil de remplissage de type restrictif, l'abolition du gradient de vélocité transmyocardique en DTI ou la présence d'un épanchement péricardique de moyenne à grande abondance, il faudra suspecter un rejet subaigu, voire aigu du greffon. Nous concluons ce chapitre sur les myocardiopathies dilatées en rappelant l'importance de l'examen échodoppler pour le diagnostic positif et la surveillance des patients sous traitement, dans un but d'orienter au mieux les malades vers les ressources thérapeutiques non médicamenteuses comme la resynchronisation, l'annuloplastie mitrale ou la transplantation cardiaque.